Imaginez un peu le scénario. Un chien, qui allait très bien la veille, se retrouve du jour au lendemain incapable d'ouvrir la gueule. C'est le point de départ d'un véritable mystère médical, quelque chose d'aussi soudain qu'angoissant. Alors aujourd'hui, on va jouer les détectives. On va plonger au cœur même du système immunitaire pour essayer de comprendre comment cette formidable machine de défense peut parfois se retourner contre celui qu'elle est censée protéger. Allez, c'est parti. Pour y voir clair, on va procéder par étapes, comme dans une vraie enquête. On commence avec le symptôme le plus spectaculaire, la mâchoire bloquée. Ensuite, on va identifier le coupable, cette fameuse MMM. Après ça, on écartera les fausses pistes pour être sûr de ne pas se tromper. Puis on verra comment les vétérinaires posent un diagnostic fiable. Et bien sûr, on finira sur les traitements et le pronostic. Tout commence donc par là. Une situation vraiment terrifiante pour n'importe quel propriétaire. Son chien, qui hier encore mangeait et jouait tout à fait normalement, se retrouve soudainement dans l'impossibilité d'ouvrir la gueule. C'est vraiment le point de départ de toute l'histoire. La question a l'air simple comme ça, mais la réponse est bien plus complexe. Elle nous emmène tout droit dans les rouages du système immunitaire. Qu'est-ce qui peut bien provoquer un blocage aussi brutal, aussi handicapant? C'est ce qu'on va découvrir en examinant les premiers indices. Alors, les premiers indices sont très parlants. On a ce qu'on appelle un trismus. C'est le terme médical pour dire que la gueule ne peut quasiment plus s'ouvrir. C'est souvent accompagné d'une douleur très forte dès qu'on essaie de la manipuler. Et parfois, on a même l'impression que la tête du chien fond, qu'elle s'affaisse, à cause des muscles qui s'atrophient. Ces signes sont de vraies pistes pour notre enquête. Avec des indices aussi précis, l'enquête s'oriente vers un suspect bien particulier. Un ennemi qui ne vient pas de l'extérieur, non, mais qui est déjà à l'intérieur de l'organisme. Et voilà le coupable, la myosite des muscles masticateurs, qu'on appelle MMM pour faire plus court. En fait, c'est une maladie auto-immune, c'est un cas typique de tyramie si on veut. Le système de défense du corps se trompe complètement de cible et s'attaque spécifiquement aux muscles qui servent à mâcher. Des fibres musculaires bien particulières, les fibres de type 2M. Le truc, c'est que cette maladie a deux visages. Il y a la phase aiguë, au début, où les muscles sont enflammés, gonflés et très douloureux. Mais si rien n'est fait, ça évolue vers une phase chronique. Et là, les muscles s'atrophient, ils fondent, et ils sont remplacés par une sorte de tissu cicatriciel tout rigide. Résultat, la mâchoire peut se retrouver bloquée de façon permanente. C'est une vraie course contre la montre. On pourrait croire que ça ne concerne que quelques races. En réalité, pas du tout. Même si on entend souvent parler du berger allemand ou du labrador, la MMM peut frapper n'importe quel chien, souvent quand il est jeune adulte ou d'âge moyen. La vigilance est donc de mise pour tout le monde. Comme dans toute bonne enquête, faut absolument éliminer les autres suspects pour ne pas faire fausse route. Voyons un peu quelles autres maladies pourraient, à première vue, ressembler à la MMM. Ce tableau nous aide vraiment à y voir plus clair. L'OCM, par exemple, c'est un problème d'os, pas de muscle à la base. La neuropathie du trijumeau, c'est encore plus simple. Elle provoque l'effet inverse. La mâchoire tombe, le chien ne peut plus la fermer. Et la myopathie liée aux stéroïdes, elle, touche tous les muscles. Elle n'est pas ciblée juste sur la mâchoire. Donc non, les indices ne collent pas. Bon, maintenant que les fausses pistes sont écartées, il est temps de voir comment les vétérinaires font pour mettre le nom du coupable sur le dossier, avec certitude cette fois. Le protocole est très méthodique. Ça commence par un examen clinique, pour bien confirmer les symptômes. Ensuite, et c'est souvent l'étape clé, une prise de sang très spéciale qui va chercher les empreintes digitales de la maladie, les fameux anticorps anti-TSM. Et si jamais il reste un doute, la biopsie musculaire, où on prélève un petit bout de muscle, vient clore l'affaire. Cette phrase, elle est essentielle. Le mot un peu barbare, pathognomonique, ça veut tout simplement dire que si on trouve ces anticorps spécifiques en grande quantité, c'est la preuve irréfutable. C'est le pistolet fumant qui signe la maladie, le diagnostic est quasi certain. Mais attention, petit piège. Si un traitement à base de corticoïdes, par exemple, est démarré avant de faire cette prise de sang, eh bien, ça peut complètement fausser les résultats. C'est un peu comme nettoyer une scène de crime avant que la police scientifique n'arrive, ça complique sérieusement l'enquête. Voilà, le diagnostic est posé, on sait qui est le coupable. Maintenant, on passe à la partie la plus importante. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on traite cette maladie? Et surtout, quelles sont les chances de s'en sortir? Le traitement, c'est une double action. D'un côté, on a l'attaque frontale, des médicaments puissants comme la prénisone, donnés à forte dose pour calmer le système immunitaire qui s'emballe. Et de l'autre, on a tous les soins de soutien, une alimentation facile à manger, la gestion de la douleur et un peu de kiné douce pour aider la mâchoire à garder sa souplesse. Ce graphique, il est hyper parlant. Il montre à quel point le timing est crucial. Si le diagnostic est fait tôt, en phase aiguë, le pronostic est excellent. On a de très bonnes chances de récupération. Par contre, si on attend que la maladie devienne chronique, que la fibrose s'installe, eh bien là, les chances de retrouver une fonction normale de la mâchoire chutent dramatiquement. Et ça, c'est vraiment la conséquence la plus redoutable de la forme chronique.
Ce tissu cicatriciel, la fibrose, ce n'est pas du tout élastique comme un muscle. Une fois qu'il a remplacé le muscle, les dégâts peuvent être irréversibles. La mâchoire risque de rester bloquée, au moins en partie, pour toute la vie du chien. Et ce chiffre est là pour nous rappeler une chose importante. Même quand tout semble rentrer dans l'ordre, la bataille n'est pas forcément gagnée. Le risque de rechute est bien réel, surtout si on arrête le traitement trop vite. Il faut donc une surveillance sur le long terme. Au bout du compte, toute cette enquête nous ramène à quelque chose de fondamental. La science vétérinaire est incroyable, c'est certain, mais le tout premier maillon de la chaîne, le plus important peut-être, c'est l'œil attentif du propriétaire à la maison. La vraie question finalement, ce n'est pas seulement de savoir ce que le vétérinaire peut faire, c'est plutôt quels sont ces tout petits changements, cette petite hésitation à bâiller ou attraper un jouet qui pourrait être le premier signal d'alarme à remarquer. Là, maintenant, aujourd'hui.